L'orbitation d'astéroïdes, la transformation de la Lune en zone industrielle, habiter sur Mars. Arrêtez de vous marrer, s'il vous plaît. Alors, la première fois qu'on m'a posé la question... les ingénieurs, hein. La première fois qu'on m'a posé la question, je me suis demandé comment est-ce que je peux répondre à cette question avec un calcul d'ingénieur. Alors, j'ai pas trouvé de calcul d'ingénieur pour répondre, mais presque, j'ai trouvé un calcul d'économiste. C'est encore pire. Mais de microéconomie. Alors, la réponse est la suivante. Le programme Apollo, en dollars actuels, a coûté à peu près 100 milliards de dollars. À peu près, hein, un peu plus. Il a permis de ramener 400 kilos de roches de la Lune. Alors évidemment, ce n'était pas son objet premier. Non, c'était de gagner la guerre froide, faire rêver les Américains. Mais ça met quand même la tonne de minerais ramenée de la Lune à 250 milliards de dollars. Alors admettons que... dollars de maintenant. Oui. Ouais. Alors admettons qu'avec des procédés modernes et avec un objectif qui soit précisément de miner des corps célestes, on arrive à gagner un facteur 1 million d'efficacité. Bon, pas mal, 1 million. Bon. Eh bien, 1 million, ça nous met quand même encore la tonne de minerai à 250 000 euros. Et même si je gagnais un facteur 1 milliard, ça nous mettrait encore la tonne de... Enfin, voilà, donc on est sur des ordres de grandeur qui font que ça ne sera jamais des flux d'approvisionnement premiers. Je vais prendre quelques ordres de grandeur. Philippe complétera sur ce sujet qu'il connaît beaucoup mieux que moi, mais sur le fer, par exemple, sur l'acier, qui est le premier pilier métallique de notre civilisation. C'est-à-dire, si j'accepte les combustibles fossiles, du côté des ressources non renouvelables, le premier pilier de la civilisation, c'est l'acier. L'acier, aujourd'hui, on en produit 2 milliards de tonnes par an, d'ordre de grandeur, un tout petit peu moins, 1 milliard, je ne sais pas quoi. Ça veut dire 4 milliards de tonnes de minerais de fer extraits des croûtes terrestres. Est-ce qu'on s'imagine qu'on va aller chercher 4 milliards de tonnes de fer, 4 milliards de tonnes de minerais sur les astéroïdes? La dépense énergétique pour ce truc-là est totalement hors de portée. Je dis totalement, ça n'arrivera jamais. Et aller chercher de l'hélium 3 sur la Lune. Alors déjà, il faudrait qu'il y en ait. Je ne sais pas s'il y a de l'hélium 3 sur la Lune. Et par ailleurs, l'hélium 3, sauf erreur de ma part, c'est le tritium. C'est pour la fusion. Et sauf erreur de ma part, le tritium est radioactif avec une demi-vie très courte. Donc je ne vois pas pourquoi il y aurait des stocks accumulés de tritium sur la Lune qui auraient tenu pendant des siècles et des millénaires, parce que la demi-vie du tritium, c'est un peu plus de 10 ans, si ma mémoire est bonne. Non, tritium, c'est hydrogène, là c'est hélium. Ah, hélium, pardon, hélium 3. Hélium 3, je ne sais pas pourquoi... je fact-check. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi il y aurait... Oui, non, t'as raison. Je ne sais pas pourquoi il y aurait des stocks, mais c'est pareil. L'hélium tout court, solaire. L'hélium tout court sur Terre, on sait comment il est... Ah, c'est l'hélium solaire qui serait arrivé... Je crois que c'est le bombardement solaire sans atmosphère. Ah, d'accord. Et que ça servirait dans un des trucs, parce que là, la fusion dont on parlait tout à l'heure, c'était deutérium, tritium, et là, ça serait hélium 3 avec je sais pas quoi. Du coup, c'est diffus. Ouais. Du coup, il y en a partout. Donc, ça veut dire que c'est de l'industrie minière, quoi. Il faut extraire, purifier, séparer, je sais pas quoi. Je vois pas ça. Ce qu'on envisage aujourd'hui dans l'occupation lunaire ou dans l'occupation martienne, c'est d'aller faire une prison. Pour qui? Pour milliardaire? Pour l'astronaute. Enfin, je veux dire, il sera dans un endroit dont il ne pourra pas sortir, sauf en scaphandre. Ça s'appelle une prison, quoi. Je veux dire, qui a envie d'être dans un bâtiment dont il ne peut pas sortir? Personne. On va terraformer Mars, non? Je croyais qu'on allait terraformer Mars. Enfin, je veux dire, et on ne peut pas garder une atmosphère sur Mars parce que la masse de Mars est trop petite. Donc ça... Il y a le champ magnétique qui est compliqué. Oui, mais même ça se barre. Un des trucs qu'il faut savoir, c'est que sur Terre, la raison pour laquelle on a conservé de l'eau, c'est à cause de la couche d'ozone. Parce qu'en fait, l'ozone stratosphérique, qui absorbe les ultraviolets du Soleil, crée ce qu'on appelle une inversion de température dans l'atmosphère. C'est-à-dire la température diminue à mesure qu'on s'élève tant qu'on est dans la plus basse couche, ce qu'on appelle la troposphère, celle qui part du sol. Et quand on arrive dans la stratosphère, c'est l'inverse. La température se met à augmenter avec l'altitude à cause de la présence d'ozone. Or ça, thermodynamiquement, ça a une importance capitale, c'est que ça limite la convection atmosphérique à la séparation entre la troposphère et la stratosphère. La détente adiabatique ne permet plus de monter au-dessus quand ça se réchauffe. Ça marche tant que la température se refroidit avec l'altitude. Et donc ça empêche la vapeur d'eau d'être exposée au rayonnement ultraviolet du Soleil, ce qui la conduirait à être dissociée et l'hydrogène à s'échapper vers l'espace parce que l'attraction de la Terre n'est pas suffisante pour retenir l'hydrogène dans l'atmosphère. Donc le fait J'avais vu un autre exemple, mais c'est sans doute trop vieux. Moi, mais ce qui ressemble de camping. Non, c'était qu'il y avait dissociation, mais je pense qu'en fait les deux marchent, mais la tienne doit être plus vraie. Qu'il y avait dissociation, mais que l'hydrogène libre, du coup, qui effectivement partirait, se recombinait avec l'ozone.
qui lui-même est recréé régulièrement. Et du coup, ça redescendait sous forme d'eau. Il y a très peu de dissociation parce que la convection se passe sous la couche et sous l'absorption des ultraviolets. Bon. Donc voilà, mais on fera un autre. Ça, rien que ça. Bon, il m'a taquiné. Il a eu raison du reste de corriger. Vous n'allez pas vous mettre à table tous les deux à côté. Hein. Donc qu'est-ce que je veux dire? Je sais pas. L'eau qu'il y a sur Terre, t'as pas sur Mars. Donc l'eau est restée sur Terre, alors que sans atmosphère, en fait, elle ne serait pas restée. Voilà. Donc sur Mars, je veux dire, on peut terraformer Mars, c'est pas possible à cause de pour plein de raisons. Voilà, quoi que Musk en pense. Alors pourquoi il buzz ça à fond? Parce qu'il buzz n'importe quoi. Enfin, je veux dire, le problème de Musk, c'est de buzzer. Philippe? Ouais. Alors du coup, quand on revient un peu sur les rêves et ce qu'ils nous vendent... Si, ils vendent des fusées quand même. Oui, mais alors il paraît que c'est pas si rentable que ça, que le tourisme spatial aujourd'hui, par exemple, serait pas rentable. Non, donc en fait, ça serait vraiment qu'une manière d'afficher et puis d'avoir un peu de gagner en influence, quoi, peut-être, je sais pas. Alors ils sont pas tout à fait sur le même truc. Donc effectivement, Musk il est sur Mars, Bezos il est plutôt sur la Lune et sur l'espace dans des torts, partager le système solaire, dans des stations orbitales qui tournent sur elles-mêmes pour assurer la pesanteur, qui en fait sont des trucs un prof qu'il a eu à Princeton dans les années 70, s'appelle Gerard O'Neill pour les amateurs, avait développé. C'est assez marrant parce qu'il y a une petite battle, parce que tu sens, par exemple, Bezos dit c'est complètement stupide. Oh, pardon, une petite, mais du coup c'est un américain, donc c'est la battle entre les deux, parce qu'en fait Bezos dit, et c'est pas tout à fait idiot d'ailleurs, ça il le tient de O'Neill justement, que c'est stupide d'aller s'installer sur Mars, parce qu'en fait pour décoller et atterrir, tu subis quand même une gravité très importante, certes moindre que la Terre, mais c'est vraiment énergivore en fait de te poser et de repartir. Et donc d'un point de vue logistique, c'est un peu stupide. Parce que si tu restes dans l'espace, là pour le coup, c'est génial, tu n'as plus de gravité et le coût du transport devient presque nul, j'exagère, mais ils disent je vais à la ceinture d'astéroïdes, je vais chercher des trucs là-bas, du minerai de fer, du manganèse et tout ça, du molybdène, je pousse un peu, c'est gratuit, ça revient, j'ai juste eu besoin de pousser. La ceinture d'ailleurs? La ceinture de... Comment elle s'appelle? D'astéroïdes, ça a un nom, non? Non, je crois pas. Là, tu confonds pas avec Kuiper, qui est plus loin que le système solaire. Oort, tu veux dire? Non, nuage de Oort et tout, c'est plus loin. Non, t'es au-delà de Pluton et tout. Non, pour moi, c'est... C'est la ceinture... Moi, j'ai toujours entendu dire... Ceux qui se baladent entre Mars et Jupiter. Ouais, c'est la ceinture d'astéroïdes. Le périphérique. Ouais, c'est ça, pas très. Donc, en fait, du coup, en gros, voilà, dans l'espace libre, en fait, voilà, t'as pas de frottement. Quasiment pas, donc du coup tu peux faire plein de choses avec très peu d'énergie. Donc du coup l'idée de O'Neill, et donc a été reprise par Bezos, c'est ça, c'est de dire finalement on se met dans l'espace, alors soit au point de Lagrange, c'est-à-dire un endroit où on dérive pas trop entre la Lune et la Terre, soit voilà, il y a plusieurs possibilités, et puis en fait on industrialise l'espace. Effectivement, en disant on va mettre toutes les industries polluantes là-haut, et puis en bas, sur Terre, ça sera super, on n'aura que des villes, tu vois, des smart cities sympas avec les robots tout à l'heure qui nous servaient des cocktails. Jean-Marc qui est relativement pragmatique. Et effectivement, le sujet, c'est de dire, alors, en fait, Il faut quand même faire rentrer tout ça dans l'atmosphère. Alors, exactement, il faut le faire rentrer. Il faut sortir une dotation initiale qui était celle que tu disais tout à l'heure. Donc, au kilo de matériel pour envoyer, pour commencer l'exploitation, tu as un truc à faire. C'est pour ça qu'en général, dans la science-fiction, il commence par mettre au point l'ascenseur spatial. Tu vois ce que c'est l'ascenseur spatial? Donc c'est un truc avec des câbles qui sont quand même assez solides parce que ça fait quelques dizaines de kilomètres de longueur. Des fondations, toi? D'Asimov, tu veux dire? Ça se regarde, ça se lit, non? Oui, ça se regarde, ça se lit. Ah non, j'ai pas regardé, j'ai lu il y a longtemps. Regarde sur... je crois que c'est... On va faire un peu de pub, on fait de la pub, non? Paramount Plus, non, Apple TV, pardon. D'accord, ok, pas vu. Regarde un moment... La Fondation, c'est une très belle série. Ça se passe bien. Bon, ce genre de technologie, d'ailleurs... Donc voilà, donc l'idée c'est tu ferais des trucs avec des fibres de je sais pas quoi, des machins en poils d'araignée, tout ça, hop, hyper solide, et donc tu as 100 km, et en fait le poids de ton câble fait que tu tiens, en fait, grâce à juste la force centrifuge, et donc après tu peux monter, descendre des trucs, et c'est beaucoup moins compliqué que d'envoyer une fusée.
Et donc, avec ça, alors il y a des gens qui bossent là-dessus. Hein. Alors, c'est pas des startups et tout, mais je pense au CNRS et tout, tu peux trouver des gens qui essaient de faire des calculs sur quelle serait la taille du câble, la section, et en quoi il faudrait qu'il soit fait, etc. On n'y est pas. Et trouver la bonne araignée. On n'y est pas encore. Hein. Ça va être compliqué. Donc, je pense qu'effectivement, c'est juste pas possible. Mais effectivement, pour moi, tout simplement, c'est que on se vend un peu un rêve de conquête de l'espace, parce que d'abord, c'est assez sympa. Tu vois, il y a cette idée, ça fait un siècle que ça traîne. Au moins, on dit la Terre c'est le berceau de l'humanité, mais on reste pas toute sa vie dans un berceau, hein. On sort du berceau après, donc c'est normal, on va faire la conquête. Puis on a tous été biberonnés à la science-fiction, y compris Jeff Bezos, il avait, je sais pas, 14-15 ans quand Star Wars est sorti. Bon bah voilà, quoi, on a tous été marqués dans cette génération-là. Ça paraît presque naturel. Et c'est vrai que du coup, il y a des percées, on pourrait dire un peu technologiques. Alors j'ai entendu dire, le bon mot n'est pas de moi, mais je trouve le mot tellement bien que je le répète, mais avec la récupération par exemple du premier étage, là, de la fusée qu'il y a eu récemment là, par... Tu fais bien la récupération de fusée. Refais avec tes petits bras. Comme ça. Wow. Voilà, et j'ai réussi à récupérer. Et donc la question, en fait, c'est à quoi ça sert, en fait. Parce que oui, c'est une prouesse technique, il n'y a pas de problème, on sent tous les calculs qu'il y a derrière tout. Je suis même pas sûr qu'ils réutilisent et tout, mais... Et donc, le bon mot que j'ai entendu, c'était que c'était du porno pour ingénieurs. Je trouve ça assez mignon. Ça m'a fait dire, c'est vrai que c'est... je pense que tous les gens qui imaginent... pardon, je fais mal le truc, mais qui imaginent tout ce qu'il peut y avoir comme calcul et comme complexité technique derrière, se disent, ah ouais, c'est vraiment, waouh, quelle prouesse, effectivement. Alors, mais ça sert à rien.